Robert Kiyosaki est très clivant dans le paysage des investisseurs plus ou moins chevronnés que je croise. Certains lui vouent un culte, arguant qu'il a changé leur vie et a été leur déclic, quand d'autres, au contraire, expliquent qu'il raconte n'importe quoi et se gausse de ses échecs financiers de parcours ou des dettes qu'il a accumulées malgré le statut de best-seller mondial acquis par son livre Père riche, Père pauvre. De Gaulle disait « Prenez la position la plus élevée, c'est généralement la moins encombrée ». C'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo en prenant un peu de hauteur, puisque j'ai pour ma part toujours considéré que chez Kiyosaki, le pire y côtoie le meilleur. Et donc on va essayer de démêler tout ça et de voir quel est ce pire et quel est ce meilleur chez notre ami Robert. On va commencer avec Père riche, Père pauvre. Alors dans Père riche, Père pauvre, on a déjà toute une base de poncifs sur lesquels on va passer rapidement. Payez-vous en premier, franchissez vos obstacles mentaux, ne cessez jamais d'apprendre, etc. Alors si on regarde rapidement, payez-vous en premier, c'est plus de la gestion du budget. Pour moi, c'était quelque chose qui était déjà assez intuitif avant que je lise le livre. Franchissez vos obstacles mentaux. C'est un truc qu'on retrouve dans pas mal de livres de développement personnel, de pensée positive, etc. Et puis, ne cessez jamais d'apprendre. C'est du vu et revu. C'est le fameux The more you learn, the more you earn de Warren Buffett. Donc là, on n'est pas dans le pire de Kiyosaki, ni dans le bon. Pour moi, on est plutôt dans du médiocre. Moi, ça m'a pas apporté grand-chose. Dès mon début de parcours, finalement, moi, comme je l'ai vécu, toutes ces notions étaient assez intuitives et pourtant, je n'avais pas reçu d'éducation particulière financière. Mais je conçois que c'est pas forcément la même chose pour tout le monde que moi, si j'avais une intuition financière innée forte, pour certains, ça peut apporter quelque chose et faire un petit premier pas dans l'avancée vers l'amélioration de ses finances. Donc une fois passé un peu ce méli-méla que je considère comme médiocre, on a ensuite une partie du livre qui est plutôt bonne d'un Père riche, Père pauvre, ou à minima qui commence en tout cas relativement bien. C'est la partie sur les actifs. C'est la fameuse leçon du livre, les riches ne travaillent pas pour eux, l'argent travaille pour eux. Et cette leçon, elle débouche sur une présentation comptable, actifs, passifs, recettes, dépenses. Donc finalement, stock, la notion de stock actif-passif, et la notion de revenu, recettes-dépenses. Donc ça c'est déjà un bon point parce que pas mal d'investisseurs raisonnent trop en flux, en recettes-dépenses, et ne raisonnent pas assez en stock. Notamment en immobilier, quand on parle de cash flow, on oublie de raisonner en stock, on raisonne que en compte de résultat. Et une vraie vision doit avoir vraiment les deux, c'est la vision d'une entreprise. Donc dans notre passage finalement qui va déboucher sur cette vision actif-passif, Kiyosaki explique que la plupart des gens travaillent plus de 40 heures par semaine pour gagner un salaire. Nombreux sont ceux qui utilisent ensuite leurs revenus pour acheter des choses qu'ils pensent leur faire plaisir, mais c'est de courte durée, et épargnent le reste de manière conservatrice. Alors bien que cela assure à chacun une certaine stabilité, cela ne les rendra pas riches. Et travailler pour gagner une pension à terme de retraite vous rend financièrement dépendant, sans parler du risque que les pensions ne soient pas financées dans plusieurs décennies lorsque vous en aurez besoin. La leçon contre-intuitive de Kiyosaki à retenir est la suivante. Les riches ne s'enrichissent pas simplement en recevant des salaires plus élevés, même si cela les aide beaucoup, ils s'enrichissent en possédant des biens. Aucun des milliardaires figurant sur la liste de Forbes n'est devenu riche uniquement grâce à son salaire. Comme l'explique d'ailleurs l'investisseur en technologie Sal Tatman, on devient vraiment riche en possédant des biens dont la valeur augmente rapidement. Il peut s'agir d'une partie d'une entreprise, comme des actions, d'un bien immobilier, d'une ressource naturelle, d'une propriété intellectuelle ou d'autres choses similaires. Mais d'une manière ou d'une autre, vous devez posséder une participation dans quelque chose au lieu de simplement vendre votre temps. Le temps, lui, n'a qu'une valeur linéaire. Donc lorsque vous travaillez pour un employeur, Kiyosaki met bien en exergue que vous n'êtes payé que pour une fraction de la valeur que vous générez pour l'employeur. Sinon, l'entreprise ferait faillite. Supposons que votre salaire soit 50 000 € par an, votre travail peut permettre à votre employeur de réaliser un chiffre d'affaires de 100 000 € par an cette année-là. Soit un bénéfice net après déduction de votre salaire. De plus, si votre travail n'est pas un simple service, mais qu'il crée également de la valeur pour l'entreprise, par exemple dans le domaine de la R&D ou de l'amélioration des produits, la valeur de votre travail peut être un multiple de votre salaire. Et donc, on peut avoir vraiment un effet exponentiel sur ce qu'on vient de faire en équation. Donc, pour Kiyosaki, la clé de l'indépendance financière, c'est d'avoir de l'argent qui rapporte plus d'argent. Vous voulez que votre argent rapporte suffisamment pour que vous n'ayez à terme plus besoin de travailler. Et dans le livre, donc, Père riche, Père pauvre, avoir expliqué cela, pour illustrer, Kiyosaki enchaîne par un diagramme financier qui explique comment les flux de trésorerie et le bilan interagissent l'un avec l'autre.
Donc, dans ce diagramme, la case supérieure va être un compte de résultat qui mesure le montant des revenus perçus au cours d'une période et le montant des dépenses payées. Le diagramme du bas, quant à lui, c'est le bilan. Il indique le montant de l'actif et du passif. Donc, les actifs sont des choses qui rapportent de l'argent au fil du temps, et les passifs sont des éléments qui dépensent de l'argent au fil du temps. Ces termes sont un peu ceux de Robert Kiyosaki. Ça ne correspond pas exactement aux normes comptables, même s'il fait le schéma qui est la même chose que les normes comptables. C'est un peu sur la définition de passif notamment, et d'actif, qu'il y a une petite subtilité où Kiyosaki fait une petite erreur, en tout cas volontaire, par rapport à la norme comptable. On y reviendra tout à l'heure. L'essentiel du discours de Kiyosaki, en fait, est que les personnes fortunées utilisent leurs revenus pour acheter des actifs qui leur rapportent plus de revenus. Dans le même temps, ils minimisent leurs dépenses et l'achat de dettes afin d'avoir plus d'argent pour acheter plus d'actifs. Donc voici à quoi cela ressemble. Les personnes qui ne s'enrichissent pas, elles consacrent la totalité de leurs revenus à leurs dépenses ou achètent, selon le terme de Kiyosaki encore une fois, des passifs qui augmentent leurs dépenses mais n'augmentent pas leurs revenus. Donc en fait, pour Kiyosaki, il faut que vous considériez que l'argent qui gagne de l'argent est votre activité. Votre profession vous permet de toucher un salaire et votre entreprise est la façon dont, indépendamment de vous, votre argent va gagner plus d'argent. Dans Père riche, Père pauvre, Kiyosaki, il utilise McDonald's comme un exemple surprenant. Il dit que McDonald's n'est pas une entreprise de hamburgers, il s'agit en fait d'une entreprise immobilière. La profession consiste à vendre des franchises de hamburgers, mais l'activité consiste à accumuler des biens immobiliers productifs. On dit souvent d'ailleurs que McDonald's est la plus grande entreprise immobilière du monde. Donc avec ces diagrammes actifs-passifs de bilan, donc de stock, et puis de flux de revenus dépenses, vous pouvez avoir pour objectif l'indépendance financière, c'est-à-dire de ne plus dépendre de votre salaire. Dans l'idéal, vous pouvez vivre idéalement des revenus supplémentaires générés par votre argent et vous gagnez plus d'argent que ce que vous n'avez à consommer. Donc là, sur cette vision comptable de Kiyosaki, on n'est pas encore dans le meilleur, mais jusque-là, on est dans le bon. D'ailleurs, dans le premier livre que j'ai écrit, moi, Construisez et gérez votre patrimoine avec succès, alors je n'avais pas encore lu Père riche, Père pauvre quand je l'ai écrit, mais j'écrivais dans l'introduction, considérez votre propre personne comme une entreprise. Et je donnais 3 bullet points, optimisez votre marge plutôt que vos revenus, optimisez votre efficacité, c'est-à-dire votre ratio rendement sur effort ou rendement sur temps, et 3, je disais, augmentez et surveillez votre patrimoine net, et je faisais comme Kiyosaki, des diagrammes, bilan, compte de résultats. Donc forcément, comme je suis un peu d'accord avec lui de présenter les choses comme ça, je suis dans le bon, et là je considère que c'est du bon de Kiyosaki. C'est également du bon parce que les personnes qui cherchent l'indépendance financière ou l'enrichissement raisonnent souvent en termes de flux de revenus. C'était la fameuse un peu dictature du cash flow qu'on peut dénoncer, alors que si vous voulez vraiment calculer votre enrichissement, il faut raisonner en stock, il faut raisonner sur votre patrimoine net et votre patrimoine brut. Donc on est vraiment là dans le bon de Kiyosaki. Donc après avoir présenté et expliqué ces diagrammes actifs et passifs, on enchaîne dans le livre par comment faire travailler votre argent pour vous. La clé, c'est d'acheter des choses qui génèrent des revenus, des actifs. Kiyosaki dit vous ne voulez pas acheter des choses qui perdent de l'argent au fil du temps ou qui entraînent des dépenses importantes. C'est ça qu'il appelle des passifs. Et Kiyosaki dit c'est assez évident, mais attention parce que ça peut être trompeur, puisque les investissements les plus trompeurs ressemblent à des actifs alors qu'ils sont en réalité des passifs. Et là, il commence à parler de la résidence principale. Alors, son raisonnement, c'est que vous ne percevez pas de revenus locatifs sur votre maison résidence principale. Pendant ce temps, vous payez des dépenses importantes. Les impôts fonciers, l'entretien. En régime permanent, il s'agit d'un flux de trésorerie mensuel négatif qui nécessite un revenu pour le compenser. C'est ce qu'explique Kiyosaki, qui ne considère les biens que s'ils génèrent des liquidités. Et il dit que c'est la raison pour laquelle de nombreuses personnes sont coincées dans la rat race. Un concept, encore une fois, qui a été repris pas mal sur YouTube. Et donc, il explique qu'une personne achète une maison coûteuse, elle doit maintenant faire face à des dépenses mensuelles élevées et doit donc continuer à travailler pour subvenir à ses besoins. Certes, la maison peut s'apprécier, mais cela ne l'aide pas à faire face à ses dépenses mensuelles élevées. L'argent immobilisé pour le versement d'un acompte, la constitution d'un capital immobilier et le paiement des dépenses a un coût d'opportunité important. Cet argent pourrait être mieux dépensé dans des actifs plus rentables. Si l'immobilier peut s'apprécier sur le long terme, rien ne le garantit. Et même si l'immobilier s'apprécie, la plus-value n'est réalisée qu'au moment de la liquidation. Kiyosaki semble préférer des investissements dont les résultats à court terme sont plus clairs. Et donc considérer sa maison comme son principal investissement pose quelques problèmes subtils. Les gens ont tendance à trop dépenser pour le logement, ce qui épuise l'argent qui pourrait être consacré à d'autres investissements. Et donc c'est bercé à tout ce discours de Kiyosaki que plusieurs formateurs immobiliers vous disent sur YouTube, surtout malheureux, n'achetez jamais votre résidence principale. Et c'est là pour moi qu'on arrive dans le pire de Kiyosaki. Parce qu'en fait, il y a plusieurs fautes de raisonnement de Kiyosaki ici. D'abord, une analyse correcte, comparer le résultat
entre deux options. Parce que si on n'achète pas sa résidence principale, l'alternative, c'est d'être locataire. Certes, l'achat de résidence principale ne produit pas de flux visible, mais lui, le loyer, il produit un flux sortant visible. Donc ce loyer économisé dans la résidence principale et l'amortissement du capital de l'emprunt est en fait bien une source d'enrichissement. Par ailleurs, autre point, si on compare entre l'achat d'une résidence principale et un investissement locatif, puisqu'on parle de coût d'opportunité, il faut comparer à des alternatives. Et bien pour faire l'équivalent d'un rendement de 8% en locatif, vous aurez besoin de seulement à peine 6% en résidence principale. Et bien pourquoi? Parce que vous n'aurez pas d'impôt sur le revenu, vous n'avez pas d'impôt sur le loyer économisé, vous aurez 0 vacances locatives et vous n'avez aucun risque de dégradation. Donc il y a au moins 2 points de rendement de différence que vous avez besoin en moins sur une résidence principale si on compare à un investissement locatif. Et si on va plus loin, qu'on parle de rentabilité plutôt que de rendement, eh bien on a encore moins d'impôts, en tout cas puisqu'on n'a pas d'impôt sur la plus-value en résidence principale. Donc ça peut faire encore mieux si on parle en termes de rentabilité plutôt qu'en termes de rendement, et donc on a besoin de moins sur la résidence principale de rendement pour avoir une rentabilité équivalente à un investissement locatif. Et surtout, comptablement, une résidence principale, c'est bien un actif, n'en déplaise à Kiyosaki. C'est bien quelque chose qui est inscrit à votre bilan personnel, c'est bien quelque chose qui va vous enrichir, et c'est quelque chose qui aura une valeur de revente, une valeur de transmission. Si elle est entièrement payée, quand on va regarder votre patrimoine net, potentiellement pour vous proposer des emprunts, c'est quelque chose qui comptera. Donc c'est bien quelque chose inscrit à votre actif. Donc c'est pour moi que là, on est dans le pire de Kiyosaki. Et ce pire, finalement, il est renforcé par le nombre de gens qui ont fait des erreurs en buvant ces paroles de Kiyosaki comme du petit lait sans les questionner. Alors, je ne vais pas dire que la résidence principale, c'est parfait, qu'il ne faut pas réfléchir et que ce qu'a dit Kiyosaki, il faut complètement l'oublier. Mon analyse personnelle, c'est quand même que je concède quelques éléments sur la résidence principale. D'abord, la résidence principale, c'est bien un actif, comptablement c'est un actif, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais c'est un actif qui peut vous engendrer ce que Kiyosaki appelle des passifs. Donc pas des passifs au sens comptable, mais des passifs au sens de Kiyosaki. Par exemple, la cuisine que vous faites aménager pour 20 000 euros dans votre résidence principale, eh bien, ça ne valorise pas votre résidence principale de 20 000 euros. C'est-à-dire que le jour où vous revendrez éventuellement cette résidence principale, peut-être que vous allez la revendre 5 ou 10 000 euros plus cher grâce à ces 20 000 euros de travaux. Mais en gros, c'est des travaux où indirectement vous perdez de l'argent. Si vous faites des travaux que vous choisissez volontairement de les faire un peu coûteux, un peu luxueux. L'autre point sur la résidence principale, c'est qu'il ne faut pas la surdimensionner. Ces 100 mètres carrés de plus que vous prenez par pur plaisir alors que vous en avez aucunement besoin, eh bien, c'est un peu comme la Lamborghini neuve. Une fois le palier de 5 millions de patrimoine franchi, faites-vous plaisir si vous voulez. Avant, c'est un peu débile. Alors, ce que je concède aussi sur la résidence principale, c'est quand on parle de seuil de patrimoine à atteindre, patrimoine net à atteindre pour l'indépendance financière, j'aime bien la sortir de l'équation. Alors, je fais une petite parenthèse. Moi, on aime bien parler de patrimoine net pour atteindre l'indépendance financière. Mais il faut le relativiser par rapport au patrimoine brut. Alors, chacun va avoir pour le patrimoine pour atteindre l'indépendance financière vraiment un niveau différent. Il y en a, ça va être 1 million, d'autres 2 millions, d'autres 10 millions, d'autres 5 millions. On ne va pas rentrer dans ce débat-là, c'est pas l'objet de la vidéo du jour. Mais en gros, quelqu'un qui se dit, moi, mon indépendance financière, il me faut 2 millions d'euros net, et qui considère qu'avec ça, il a 0 de patrimoine brut à côté, bien finalement, il faudra qu'il pense que c'est équivalent, ces 2 millions de patrimoine net avec 0 de brut, à 1,5 million de patrimoine net avec 1,5 million de patrimoine brut à côté. Parce que finalement, le patrimoine brut, il va continuer à s'amortir, il va y avoir un jeu de communicants. Vous allez peut-être devoir taper dans une poche, puisque vous avez un peu moins que le patrimoine net visé pour votre indépendance financière, et donc vous allez peut-être devoir, en tapant dans une poche, consommer un peu ce capital net, mais il y a un jeu de phase communicant, puisque finalement, le patrimoine brut de l'autre côté se remplit et remplit votre autre poche. Bon, donc une fois que j'ai fait ce petit bémol, quand on raisonne à dire tel patrimoine net pour l'indépendance financière, moi j'aime bien sortir la résidence principale. Ça corrige les effets de plus ou moins de goût de luxe sur la résidence principale, ça corrige les effets du choix de région et donc de prix différents. C'est-à-dire que la résidence principale reste bien actif, on respecte le sens comptable, mais on se dit, bon voilà, ma résidence principale, je suis logé avec, et après, le seuil pour considérer que je suis indépendant financièrement, il me faut tant de patrimoine net au-delà de cette résidence principale. Donc voilà, on a fait un point sur le pire de Kiyosaki avec cette résidence principale vue comme un passif. Et si on passait maintenant au meilleur de notre ami Robert. Alors le meilleur de Kiyosaki, pour moi, c'est le cadran du cash flow. C'est les fameux cadrans du cash flow. Car là, il arrive à faire passer un concept puissant en une seule métaphore ou image.
Le cadran du cash flow, c'est la suite du best-seller de Robert Kiyosaki. C'est un autre livre qu'il a écrit. Et Kiyosaki utilise le concept des 4 cadrans du cash flow pour souligner que ce n'est pas ce que vous faites qui fait la différence entre atteindre la liberté financière et rester coincé dans un cycle de dépendance à l'égard d'un emploi, mais le type de revenu que vous gagnez. Donc pour devenir riche, on l'a vu, il faut développer ses actifs. Et la plupart des gens pensent que la clé de la richesse est dans l'obtention d'un bon emploi rémunéré. Mais selon Kiyosaki, le type de revenu que vous générez est plus important que le type de travail que vous effectuez. Et donc il classe pour cela les revenus en 4 catégories qu'il appelle les cadrans du cash flow. Alors il y a 4 cadrans, il y a les employés, il y a les travailleurs indépendants et les propriétaires de leur petite entreprise. C'est en gros quand vous êtes vous-même votre propre patron mais que vous vous employez vous-même, entre guillemets. Un travail de consultant par exemple ou un travail d'artisan à son compte, on est dans ce cas-là. On a ensuite les propriétaires de business. Et ensuite, on a les investisseurs. Voilà les 4 cadrans du cash flow. Donc, Kiyosaki met 2 catégories à gauche, les salariés et les self-employed, donc les indépendants. Et donc, il dit que ces catégories de gauche, ce sont généralement des impasses sur le chemin de la richesse, alors que les 2 autres catégories, les catégories de droite, les propriétaires de grandes entreprises et les investisseurs, sont les plus propices à l'accumulation de richesses. Car ce sont des catégories dans lesquelles vous pouvez développer des revenus passifs sous la forme d'actifs. Enfin, en gros, ce sont des revenus indépendamment de votre temps. Quand vous êtes salarié, vous recevez un salaire, vous échangez votre temps contre de l'argent. Et un piège quand on dit je deviens entrepreneur, je me mets à mon compte, c'est de risquer de retomber dans ce schéma. Le travailleur libéral indépendant, certes il n'a pas de patron, mais il échange son temps contre de l'argent. Donc ces cadrans du cash flow de Kiyosaki représentent les 4 façons de générer des revenus. Et c'est la façon dont vous générez les revenus qui définit votre catégorie et non la profession ou le métier que vous faites pour les gagner. Et vous pouvez, et dans de nombreux cas vous devez, générer des revenus dans plusieurs de ces cadrans du cash flow. Donc on a à gauche, comme on le disait, employés et travailleurs indépendants, qui est la voie traditionnelle. Puisque Kiyosaki explique dans la sagesse traditionnelle, on nous dit d'aller à l'université pour obtenir un bon emploi stable qui nous permettra d'avoir un bon salaire et d'en vivre confortablement. Cet emploi se situe généralement dans la catégorie des salariés. Alors, on vous pousse à faire ingénieur, vous allez être salarié, ou des travailleurs indépendants. Mon fils, tu feras médecine, comme ça tu auras un bon emploi, ou ma fille, vous êtes dans la catégorie des travailleurs indépendants. Problème, dans la catégorie des employés, les salariés génèrent des revenus en acceptant d'effectuer un travail en échange d'un salaire. Ils ont un patron et un salaire. Les employés choisissent cette catégorie, selon Kiyosaki, parce qu'ils apprécient la sécurité et la certitude. La pensée traditionnelle veut que les emplois de la catégorie E soient stables, parce qu'ils offrent un revenu régulier et une description claire du travail. Mais il y a un inconvénient majeur, et le principal est qu'on a un manque de contrôle sur son propre travail. Donc dans la catégorie indépendant, employé à son compte, les propriétaires de petites entreprises et les travailleurs indépendants, eux ils vont être leurs propres patrons, donc avoir un peu plus de contrôle, mais sans leur propre expertise et leur gestion, leur entreprise ne peut pas fonctionner. Et leur revenu est le bénéfice de leur entreprise. Donc les gens qui vont là, ils apprécient la sécurité et l'excellence dans leur travail et ils considèrent que c'est la façon la plus stable pour eux de générer des revenus parce qu'ils ont plus de contrôle. Mais quand ils sont là, ils restent dans des petites entreprises, ils échangent leur temps contre de l'argent. Et Kiyosaki insiste bien que quand on est dans ces 2 catégories de gauche, plus vous travaillez dur, plus vous devez travailler. À mesure que vous travaillez dur, vous réussissez dans les catégories d'employés, vous allez gagner en responsabilité. Si vous êtes un bon médecin, vous allez avoir de plus en plus de patients, etc. Et tout ça se traduit par un surcroît de travail. Et finalement, on a un peu un cercle vicieux qui se met en place. Et Kiyosaki met en exergue que ça, c'était un peu les catégories reines du XXe siècle. Il ne faut pas qu'on reste ancré dans ce mindset de XXe siècle. Et on a ensuite les catégories de droite, qui sont le chemin de la richesse. Les catégories du business owner, donc du propriétaire de grandes entreprises, qu'on peut faire vraiment si on crée sa grande entreprise, sa start-up qui se développe, etc. à terme, et puis qu'après, on en sort de la gestion opérationnelle, et puis on profite de la valorisation de ses actions. Donc c'est une façon de faire. Et on a aussi, ce qui nous amène vers le chemin investisseur, c'est d'investir et d'être propriétaire de parts d'entreprise. Et la grosse caractéristique de ces 2 cadrans de droite, c'est qu'à ce moment-là, vos revenus, non seulement ne dépendent plus de votre temps, et en plus, vous pouvez gagner en amplitude, parce que vous avez un effet d'échelle qui se met en place. Dans la catégorie investisseur, par exemple, les investisseurs vont engager de l'argent, du capital dans quelque chose, et ils vont s'attendre à faire des bénéfices. Et au-delà de l'investissement initial, ils n'ont pas à travailler au jour le jour comme le font les autres des 3 catégories. Donc en gros, l'investisseur est un peu la catégorie ultime, mais pour que ça vaille le coup, il faut mettre un certain nombre d'argent, et souvent on est obligé de passer par une des 3 autres catégories, ou plusieurs des 3 autres catégories, pour constituer ce capital-là,
et devenir un investisseur qui est complètement passif sur ses revenus. Sachant que les revenus d'investisseurs, ça peut être tout, hein, les valorisations d'actions, les dividendes d'actions, les intérêts d'obligations, les loyers, les valorisations de biens immobiliers, on a tout ça qui va dedans. Alors pour Kiyosaki, il dit le meilleur moyen de s'enrichir beaucoup, c'est de gagner beaucoup d'argent dans la catégorie de droite de business owner, de propriétaire de grandes entreprises, puis d'utiliser ensuite ce capital en tant qu'investisseur dans la catégorie d'en dessous. Mais en tout cas, il y a une supériorité, on le voit quoi qu'il arrive, des deux catégories de droite, en termes de liberté et en termes d'amplitude par rapport aux deux catégories de gauche. Et ensuite, on a aussi une dichotomie, puisque quand on passe de gauche à droite, on a vraiment une logique différente, on doit adopter une logique différente pour mettre en place son système de génération de revenus et d'enrichissement. Donc Kiyosaki, il dit voilà, vous allez à droite, vous allez vous enrichir vous et pas les autres, et si vous n'êtes pas la personne la plus en amont de votre travail, quelqu'un d'autre risque d'en profiter. Alors pourquoi je dis que ces cadrans du cash flow, c'est le meilleur de Kiyosaki? Parce que finalement, tout ce que je vous raconte un peu depuis 5 minutes, finalement ça tient en un flash, ça tient en une image. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les modèles mentaux qui va bientôt sortir. Abonnez-vous à la chaîne, hein, n'oubliez pas si vous voulez ne pas la louper. Le modèle mentaux qui était cher à Charlie Munger notamment. Eh bien, ces cadrans du cash flow, c'est un modèle mental puissant. Vous pouvez classer vos différentes sources de revenus dedans et essayer de faire progresser la part des cadrans de droite aux dépens des cadrans de gauche, à la fois pour gagner en liberté, ne pas dépendre du temps, mais aussi pour gagner en amplitude des résultats. Moi, j'ai eu des revenus dans les 4 cadrans du cash flow par mon parcours. Salarié, après j'ai fait aussi un peu de consulting, j'ai été business owner, alors c'était pas des grandes entreprises, mais sur des side business, finalement j'étais business owner où les revenus dépendaient pas de mon temps, notamment quand j'ai écrit mon best-seller l'investissement immobilier locatif intelligent, et qu'il a vraiment bien marché puisque c'est le livre français sur l'immobilier locatif qui a été le plus vendu, il s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. Et bien une fois que je l'avais écrit, à part un petit peu de marketing de temps en temps, j'avais plus grand chose à faire, donc c'était des revenus qui étaient encaissés de la catégorie business owner. J'avais pas la contrainte de passer du temps dessus, comme si je fais du consulting, oui je suis à mon compte en faisant du consulting, mais j'échange quand même mon temps contre de l'argent. Et puis il n'y a pas une amplitude énorme, au bout d'un moment j'ai qu'un certain nombre dans la journée. Et en plus c'était du business owner sans le côté contrainte, parce que si on prend un business owner finalement multimilliardaire comme Mark Zuckerberg, eh bien, il est beaucoup plus riche que moi, certes, mais moi, si demain matin, je décide sur les 30 prochains jours de passer la majeure partie de ma journée au golf, je le peux. Lui, est-ce qu'il peut? Je ne suis pas sûr. Donc finalement, lui, il a un cadran business owner, mais il est aussi un peu son propre employé, finalement, où là, il a des contraintes. Et donc, quand on raisonne comme ça, finalement, on essaie de répartir un peu ses revenus dans les 3 cadrans du cash flow en mettant le plus possible dans le cadran business owner. Et le but, c'est d'arriver à avoir le maximum qu'on amène dans le cadran ultime, le cadran investisseur. Et donc là, avec cette conceptualisation, ce concept qui est quand même puissant et ces 4 cadrans du cash flow, on est vraiment cette fois dans le meilleur de Kiyosaki et il y a beaucoup moins d'erreurs de conceptualisation dans ce livre, Les cadrans du cash flow, que dans Père riche, Père pauvre, selon moi. Alors, est-ce que c'est que Kiyosaki avait à ce moment-là atteint le stade de la maturité? On pourrait l'espérer, mais en fait non. Parce qu'en faisant cette vidéo, j'ai retrouvé un autre livre de lui, un livre qui traînait dans ma bibliothèque et qu'il avait écrit postérieurement aux 2 livres dont on vient de parler, Père riche, Père pauvre et Les cadrans du cash flow. C'est un livre qui s'appelle L'entreprise du 21e siècle, que j'avais lu à un moment donné, je l'ai retrouvé, qui traînait vraiment dans ma bibliothèque secondaire, celle des livres que je ne relirai jamais, qui s'appelait donc L'entreprise du 21e siècle, et ce livre c'est vraiment une daube. En gros, on a 160 pages juste pour dire que le MLM c'est génial et c'est l'avenir, et je caricature à peine. Et donc on retombe sur le pire de Kiyosaki. Donc en résumé et en conclusion, mon avis sur Robert Kiyosaki, c'est que Kiyosaki c'est un peu une action cyclique. Il y a des hauts et il y a des bas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like. Dans la description de la vidéo, je vous mets des bonus gratuits à télécharger qui pourront vous aider dans vos investissements. Et je vous mets également le lien vers mes livres d'investissement si vous avez aimé cette analyse. Et puis, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube Blog Mes Investissements et sur le site web mes-investissements.net.